Il faut promouvoir le riz produit en République démocratique du Congo. Ce riz bio s'est fait rare sur le marché. Que faut-il faire pour que les producteurs améliorent en quantité et en qualité? Dossier à suivre dans ce journal magazine. Passons d'abord à l'actualité. Bonne nouvelle pour les secteurs aéroportuaires après la catastrophe du volcan de Nyiragongo. L'ouverture de l'aéroport de Goma au Nord Kivu a eu lieu hier. Une ouverture qui a coïncidé avec l'arrivée de la forte délégation gouvernementale conduite par le Premier ministre Sama Lukonde. Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en tant que président en exercice de l'Union africaine, a accordé une audience à Moustapha Faki, président de la Commission de l'Union africaine. Suivez les détails dans ce reportage. Après le sommet extraordinaire de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, tenu vendredi à Brazzaville, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, est venu ce samedi dans la matinée pour une séance de travail avec le chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au menu, les grands défis du moment dans le continent avec en toile de fond la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Notre entretien rentre dans le cadre de la concertation et de la consultation entre le président de l'Union africaine et le président de la Commission. Nous avons fait un tour d'horizon, notamment sur les grands défis du continent. Le premier reste malheureusement encore la Covid-19. Nous avons dans quelques semaines le sommet de coordination qui réunit le bureau de la conférence des chefs d'État, les chefs d'État qui président les communautés économiques régionales, la Commission et le Népal. Cela va se tenir début juillet. Donc nous nous sommes entretenus sur le contenu de cette importante réunion. Les défis majeurs et prioritaires du continent africain sous la présidence de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est aussi la situation qui prévaut actuellement au Mali et au Tchad. Nous avons pris part, le président en exercice et moi-même, au sommet extraordinaire de la CAC sur le Tchad et nous avons partagé avec les États membres sur la nécessité de soutenir la transition qui est en cours au Tchad. La Commission de l'Union africaine est l'organe qui assure le secrétariat de l'Union africaine chargé d'assurer au quotidien les activités de l'organisation continentale. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, était également associé à cette audience. Le président de la Commission de l'Union africaine s'appelle Moussa Faki. C'est lui qui a eu une audience avec le président de la République en tant que président en exercice de l'Union africaine. Poursuivons ce journal, arrivé hier à Goma, dans la province du Nord Kivu, à la tête d'une forte délégation constituée de quelques membres du gouvernement pour réconforter les sinistrés de Goma. Le Premier ministre Sama Lukonde a déployé plusieurs activités sur place, notamment la visite des installations de l'Observatoire volcanologique, la réunion avec les humanitaires et avec le Conseil de sécurité. Le résumé de toutes ces activités avec Pati Tondongo. Une fois à Goma dans le Nord Kivu, le Premier ministre s'est rendu à l'Observatoire volcanologique. Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge voulait s'enquérir auprès des responsables de l'OVG du comportement volcanique, des mouvements sismiques et des conditions de travail dans ces centres. Le chef du gouvernement a eu droit aux explications des experts et du directeur général de l'OVG sur le fonctionnement de ces centres de surveillance volcanique. Le Premier ministre a promis de prendre des dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l'Observatoire volcanologique de Goma. Le chef de l'exécutif national avait à sa suite les députés nationaux élus du Nord Kivu et quelques membres du gouvernement. Le chef de l'exécutif national a par la suite évalué avec les ONG et les humanitaires les besoins des sinistrés et des déplacés de l'éruption du mont Nyiragongo. Nous apprécions le travail qui a été fait par les humanitaires sous la coordination du gouvernement et nous sommes venus poursuivre les discussions avec les humanitaires quant à la coordination à faire au vu de la possibilité du retour des populations qui se sont déplacées ici dans la ville de Goma.
toutes ces opérations se font dans un état de siège et qu'il était important que nous puissions aussi aborder des questions sécuritaires, mais aussi sanitaires, au moment où nous avons une troisième vague de Covid-19 aux portes de la République démocratique du Congo. Le coordonnateur humanitaire adjoint des Nations Unies en République démocratique du Congo, Diego Zoria, s'est exprimé en ces termes. Nous venons d'une session de travail avec son Excellence Monsieur le Premier ministre, accompagné d'un grand nombre de ministres de sa délégation. Avec le gouvernement va planifier la phase du retour et dans ce retour, bien sûr, les humanitaires seront prêts à faire leur part. La mission du chef du gouvernement à Goma, c'est aussi pour planifier les retours dans de bonnes conditions des déplacés dans leurs milieux respectifs. Une réunion de sécurité avec les autorités commises à l'état des sièges a bouclé le premier jour de travail du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge à Goma dans le Nord Kivu. Les opérations militaires sur terrain et la gestion de la catastrophe causée par l'éruption du volcan d'Iragongo ont été passées en revue. Lors de cette rencontre, le chef du gouvernement a demandé aux parties prenantes de s'impliquer davantage pour le bien-être de la population. La route nationale numéro 27 dans la province de l'Ituri est désormais accessible. Le gouverneur militaire de cette province a procédé à l'ouverture de cette voie. C'est un reportage de nos confrères de la RTNC Bunia. Le gouverneur militaire de l'Ituri, lieutenant-général Luboya Kanshamadjoni, veut mettre toute voile dehors pour s'assurer de la protection de personnes et de leurs biens, ainsi que la libre circulation sur la RN27 dans le territoire de Djougou et Irumu. C'est le leitmotiv de sa descente sur le théâtre des opérations à Djougou, épicentre des hostilités situé à plus ou moins 75 km au nord de la ville de Bunia. Accompagné du commandant 32e région militaire, du commissaire provincial de la police nationale congolaise et du commandant secteur opérationnel Ituri, le lieutenant-général Luboya Kanshamadjoni a encouragé ses compagnons d'armes de poursuivre les offensives contre tous les groupes armés et leurs alliés. Stratège de son État a donné les instructions tactiques et opérationnelles claires aux unités des forces armées engagées en vue de pérenniser la liberté de mouvement et de sécuriser davantage la population sur la RN27, route d'intérêt économique pour la population de l'Ituri. Pour rappel, parmi les activités concurrentes et prioritaires du gouverneur Luboya était la réouverture de la RN27 du sud au nord et mettre à l'abri la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, ainsi que ses environs. Un pari gagné pour les usagers de la RN27. Différents partenaires de l'Église du Christ au Congo se mobilisent pour soutenir les sinistrés de Goma. Une réunion a eu lieu à ce sujet. Suivez. Le Congo s'apprête à déployer de l'aide humanitaire aux déplacés affectés par la récente éruption volcanique dans la province du Nord Kivu. Une réunion regroupant ses partenaires écuméniques s'est tenue hier au siège de l'institution religieuse. Il était question d'analyser la situation et de coordonner la distribution de l'aide pour éviter que les mêmes produits ne soient distribués par différents partenaires aux mêmes endroits. Le révérend Milenge, deuxième vice-président de l'église du Christ au Congo, nous dresse ici les tableaux sombres qui règnent à l'est de la RDC. Autour de ces urgences, avant ça, même maintenant, il y a encore d'autres urgences dans cette partie du pays. Il y a des tueries, des massacres à Ituri, à Beni, et cela a fait que le gouvernement a pris une mesure extrême, la création d'un état de siège. Mais malgré cela, les gens continuent à mourir. Au cours de la réunion, la parole a été donnée au président de l'SCC Nord Kivu et Sud Kivu. Ils ont signalé tous les rôles importants joués par l'Église pour l'accueil des déplacés dans différentes familles. Et puis les partenaires présents ont expliqué qu'ils étaient prêts pour le déploiement de l'aide, mais toutes les conditions ne sont pas réunies pour les faire. Nous avons tous les mêmes problèmes. Comment descendre sur le terrain pour appuyer les équipes? Nous attendons dès que peut-être les avions seront opérationnels. Nous allons voir comment envoyer une équipe d'urgence pour un centre de monitorer, de faire des évaluations. Peut-être c'est basé même sur les évaluations des OCHA qui sont déjà sur place et apporter notre appui dans le cadre de la santé. Devant une catastrophe de cette ampleur, nous devons tous être solidaires, ce qui est la devise clé de notre hymne national.
La 19e session de la CEAC s'est tenue à Brazzaville. Doris Mozo revient sur les grandes décisions issues de ces sommets. La disparition inopinée du président Idriss Déby du Tchad et le vide institutionnel qui s'en est suivi a créé une situation d'urgence afin d'assurer la stabilité du pays et de la sous-région. En prélude du sommet extraordinaire de la CEAC, les experts venus de tous les pays membres se sont réunis pour préparer la position commune à adopter face au Conseil militaire de transition mis en place. La République démocratique du Congo a pris part active à ces travaux avec un diagnostic fait sur place à Djamena par le professeur Mabi Moulumba pour le compte du COPAX, Conseil de paix et de sécurité en Afrique centrale. Il s'est également tenu la première session extraordinaire des experts du comité technique sur la défense, la sûreté et la sécurité. Ces experts ont proposé à l'issue de leur réunion 6 recommandations pour le maintien de la stabilité du Tchad, parmi lesquelles l'organisation d'un dialogue inclusif, consensuel et apaisé, la prise d'acte de la mise en place des organes de la transition. Fort de ces avis d'experts, le ministre des Affaires étrangères des pays de la CEAC se sont apaisantis sur les questions sécuritaires, économiques, sociales et humanitaires pour ne pas laisser sauter les verrous que constituait le Tchad face aux nouvelles menaces contre la paix et la stabilité de toute l'Afrique centrale. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, patron de la diplomatie congolaise, Christophe Lutundu Lapala, qui occupait une place de vice-président de la commission interministérielle, a soutenu le point de vue de la République démocratique du Congo. Conscient de la délicatesse de la situation au Tchad, le vice-premier ministre a profité de la première occasion pour rappeler la candidature de la République démocratique du Congo au Conseil de sécurité comme membre non permanent. Aussitôt revenu à Kinshasa, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundu Laye est revenu au Beach Ngobila aux premières heures du matin samedi pour accueillir le président de la Commission africaine, Moussa Faki. Ce dernier dit être venu à Kinshasa pour harmoniser l'agenda de l'institution avec le président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kitenge Yezu, au cadre de la présidence de la République, est décédé en début de la semaine. Le couple présidentiel lui a rendu le dernier hommage. Et notre hommage présidentiel a été rendu à la mère du président du Sénat, Bahati Lukwebo, la semaine du président avec Pierre Kibambe Somi. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a effectué le vendredi le déplacement de Brazzaville. Dans la capitale de la République du Congo, le chef de l'État, président de l'exercice de l'Union africaine, a pris part à un sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Organisé par le président Denis Sassou Nguesso, président de l'exercice de la CEAC, ce sommet était consacré à la situation sécuritaire au Tchad. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEAC ont pris acte de la suspension de la constitution tchadienne de 2018 et de la mise en place d'un conseil militaire de transition. Ils ont proposé la nomination d'un gouvernement de large ouverture au Tchad, dirigé par un premier ministre civil, ainsi que l'annonce d'un dialogue national inclusif. Par compassion à l'endroit de la famille Lukwebo, suite au décès de Maman Perpétue Namukara, la mère du président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son épouse, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, ont participé à la messe d'hommage organisée en mémoire de l'illustre disparu. Le couple présidentiel a prié avec les membres de la famille éplorée, des personnalités politiques dont le Premier ministre et de nombreux anonymes. La messe a été célébrée par le cardinal archevêque de Kinshasa Fridolin Ambongo, une occasion pour la famille Lukwebo de rendre une action de grâce pour la longévité de la mère décédée à l'âge de 111 ans. Un hommage présidentiel également au patriarche Yezu Kitenge, au représentant et envoyé spécial du chef de l'État, décédé le 31 mai 2021 des suites d'une courte maladie à Kinshasa. Accompagné de son épouse, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, le chef de l'État s'est rendu à l'hôpital du Cinquantenaire où
le couple présidentiel s'est incliné et déposé une couronne de fleurs devant le corps de l'illustre disparu. Très ému, le couple présidentiel a ensuite compati et adressé quelques mots de réconfort aux enfants de Yezu Kitenge. Les présidents de 2 chambres du Parlement, le Premier ministre Samalou Kondé et les membres de son gouvernement, les cabinets du chef de l'État, des membres de familles politiques et biologiques du défunt ont aussi tour à tour rendu un hommage digne de son rang à ses proches collaborateurs du président de la République. Le patriarche Yezu Kitenge a été inhumé le jeudi 3 juin 2021 au nécropole entre ciel et terre. L'aide humanitaire apportée aux sinistrés de Goma, l'un des sujets qui a dominé l'actualité de la semaine au niveau national, le résumé dans ce reportage. La vie d'avant reprend à Goma. L'eau a été rétablie dans plusieurs quartiers privés de cette denrée depuis les dommages causés par la coulée des laves sur les tuyaux de la régie des eaux. À Bukavu, plus de 500 déplacés venus de Goma ont été délocalisés sur un nouveau site, Kavumu, avec meilleures conditions de vie. Sécurité, les patrouilles de la police nationale congolaise ont permis de mettre la main sur des présumés criminels à Bunia. Ils appartiennent au mouvement Codeco. En 2 semaines, 4 personnes avaient été tuées dans la province sous état de siège. Évaluation de l'état de siège décrété en Ituri et au Nord Kivu par le chef de l'État. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a réuni le budget, les finances, la défense nationale et le chef d'état-major général des FARDC pour faire le point. L'état de siège est prolongé de 15 jours en Ituri et au Nord Kivu. Après débat houleux, le vote a eu lieu à l'Assemblée nationale. Ils ont tout de même exigé l'évaluation après 30 jours. Le même texte est passé sous examen au Sénat qu'il a adopté en seconde lecture. Pour la même chambre, samedi 12 juin prochain aura lieu le vote du nouveau premier vice-président en remplacement du sénateur Sami Badibanga. Matata Pogno sera-t-il devant le juge ou pas? Le réquisitoire du procureur général près la Cour constitutionnelle a été traité à huis clos. La plénière a décidé de le confier à une commission spéciale qui va le présenter à la plénière pour décider du sort de l'ancien Premier ministre. Devant le siège du Parlement, le jeudi 3 juin, une manifestation pacifique avec de calicots au message clair sur les motivations du sit-in. Plusieurs rapports publiés par l'IGF mettent en cause certains responsables couverts d'immunité qui empêchent d'initier des procédures judiciaires. Justice encore, l'Assemblée provinciale de Kinshasa saisie par le procureur du parquet près la Cour de cassation. Cette cour qui demande l'autorisation de poursuivre le numéro 1 de Kinshasa, Gentini Ngobila, pour omission d'un bourgmestre lors de la mise en place de 2019. Éducation, plus de 12 000 candidats à l'épreuve de l'examen d'État dans le secteur de la formation professionnelle ont passé l'épreuve préliminaire pour des examens proprement dits prévus en juillet. Dans la capitale, des lieux publics qui ont perdu de leur superbe, des lieux abandonnés alors que ces endroits attiraient du monde venus immortaliser des meilleures rencontres en famille ou en amoureux. Santé, pas de doute, le pays fait face à une nouvelle attaque de la Covid-19. Depuis le mercredi dernier, le ministre de la Santé a annoncé la survenue de la 3e vague de la pandémie avec Kinshasa comme épicentre. Au cours de la même journée, le scientifique Jean-Marie Kayembe du secrétariat technique de la riposte a annoncé une augmentation du nombre de cas admis en soins, augmentation des morts aussi. La RDC fait face à 2 variants, indiens et sud-africains, qui voyagent à travers les hommes. La ville de Kalemi, sous les eaux, le lac a quitté son lit pour aller envahir les quartiers au centre-ville. Bilan des biens endommagés, la circulation totalement perturbée. On termine sur le saut de mouton de Bitabé, rouvert au trafic cette semaine. Fini les bouchons qui caractérisent la Tchangou. Cette partie de la capitale bénéficie de 3 sauts de mouton sur le boulevard Lumumba. En dehors de nos frontières, plusieurs événements ont marqué la semaine. Notre consoeur Marie Kalong Moussassa revient sur quelques-uns. Suivez. Les taux se resserrent de plus en plus sur la junte au pouvoir au Mali. Après la CEDEAO,
l'Union africaine a elle aussi suspendu le pays. L'institution a annoncé mardi dernier dans un communiqué l'exclusion temporaire du Mali et a menacé d'imposer des sanctions si la junte au pouvoir ne rétablissait pas un gouvernement dirigé par le civil. Paris a de son côté annoncé la suspension de manière temporaire de sa coopération militaire bilatérale avec Bamako. Pas de trêve au Nigeria, la série noire des enlèvements de masse d'écoliers continue. Le dimanche 30 mai 2021, des dizaines d'enfants ont été encore enlevés par des hommes armés dans une école privée musulmane située au centre-nord du pays. Les ravisseurs ont relâché 11 d'entre eux qui étaient trop petits pour marcher dans la rue, ont raconté les autorités locales. Ce nouveau kidnapping est survenu au lendemain de la libération de 14 étudiants dans l'état de Kaduna après 40 jours de détention. Un mort et 18 blessés dont 2 graves, c'est le bilan des échauffourées entre militaires et jeunes recrues dans l'armée au Tchad. Les fêtes se sont déroulées le jeudi 3 mai dans un camp militaire de Moussoro, au nord de N'Djamena, à l'origine de heurts, un recrutement jugé discriminatoire. Et pendant ce temps, en Ouganda, le ministre de Transport, ancien chef de l'armée, se faisait attaquer par 4 hommes armés à moto au nord de Kampala. Blessé par balle, il est admis aux soins, mais sa fille et son garde du corps ont été tués au cours de cette attaque. Le motif de cette fusillade n'est pas encore établi. En dehors de frontières africaines, 25 personnes sont mortes et d'autres admises en soins après avoir bu une liqueur toxique à Uttar Pradesh, l'état le plus peuplé de l'Inde. Actuellement, 10 personnes sont à l'arrêt pour avoir vendu cet alcool qui proviendrait d'un magasin tenu par 2 frères. La façon dont cet alcool a été produit n'est pas encore clairement déterminée. Des centaines de personnes meurent chaque année à cause du fameux alcool fabriqué dans des distilleries clandestines accessibles même aux plus pauvres. La Chine annonce qu'elle va bientôt mettre fin à sa politique de l'enfant unique et va autoriser les couples à avoir jusqu'à 3 enfants. Cette décision, prise sur une forte baisse de taux de natalité, permettra selon les autorités de faire face au vieillissement de la population et va préserver la dotation en ressources humaines. En Iran, 2 incendies d'envergure ont frappé le pays en moins de 24 heures. Dans la soirée du mercredi 2 juin, un feu s'est déclaré dans une raffinerie de pétrole située dans le sud de Téhéran, la capitale. Quelques heures plus tôt, dans la nuit de mardi à mercredi, le plus grand navire de guerre de la marine avait lui aussi pris feu avant de couler dans le golfe d'Oman dans les circonstances inexpliquées. Les 2 incendies surviennent dans un contexte de tension entre l'Iran et ses rivaux régionaux, notamment Israël. Quelles sont les pistes de solutions pour améliorer la qualité et la quantité du riz produit en République démocratique du Congo? Tentative de réponse dans ce dossier de Bobete Yengalisamba. L'Institut de Chikapa, autrefois appelé Atene de Chikapa, qui, à son temps, a formé beaucoup de cadres de ces pays, est à ce jour classé parmi une 50aine d'écoles publiques de la ville qui sont en voie de disparition sur l'ensemble des 3 sous-divisions épistes-villes de Chikapa. Comme le montrent bien ces images, ces écoles sont menacées d'être effacées sur la carte de la province du Kasaï par le ravin qui progresse en engloutissant les salles de classe chaque fois que la dame pluie est au rendez-vous. Les élèves de cet ex-Athénée qui organisent à son sein 3 écoles, parmi lesquelles Institut de Chikapa, Lycée de la Victoire et Institut de Mwangumaker, étudient dans ces conditions environnementales en pleine ville de Chikapa où se trouvent toutes les autorités, d'où les cris de détresse de ces élèves. Ici à l'Institut de Chikapa, nous étudions dans de mauvaises conditions. D'abord, nous avons l'immondice. Après, nous venons ici le matin. Nous n'avons pas de bancs, nous n'avons pas de salle de classe. Et puis, nous nous asseyons par terre. En plus, quand on vient le matin avant d'étudier, nous devons d'abord enlever les caca dans des salles de classe pour étudier. Nous avons les ravins qui menacent notre institution. C'est déjà derrière les bureaux. Je ne sais pas si nous allons terminer cette année. Peut-être ça va écrouler encore notre bureau. Nous étudions dans des hangars et par après nous sommes menacés on est sous les rayons solaires. C'est une école de l'État qui est fondée depuis 1962 et qui a formé beaucoup des autorités de ces pays.
L'implication de tous les acteurs du secteur de l'enseignement s'avère nécessaire pour sauver la formation de l'enfant kassaïen, pense ces chefs d'établissement. Cette école a formé beaucoup de cadres qui se retrouvent partout ailleurs dans le monde. Alors nous voulons aussi, comme on avait formé, qu'on forme encore de nouveaux, une élite qui va nous remplacer demain. Et surtout nous profitons d'une ONG de la première dame de cette république, Maman Denise Nyakero Tshisekedi. Comme elle fait partout dans cette république, elle nous vient aussi en aide. Il est temps d'agir pour le bien-être de l'élève congolais qui doit apprendre dans un bel environnement, explique le sous-prophète de Kanzala. Et le constat est vraiment amer. Après un temps, après 1 ou 2 ans, les écoles ici ne seront pas en vie. Et elles seront détruites, et surtout avec les pluies de septembre et octobre, je crois que nous allons perdre toutes les écoles. Institut Nzadi, Tundaba Sangale, EP de Chikapa et l'EP Victoire, pour ne citer que cet échantillon d'écoles de la sous-division Chikapa 2, elles aussi sont menacées d'être englouties un jour par le ravin si aucun effort n'est fourni par l'autorité provinciale, comme le souligne ici Michel Kimwamwa Kassongo, sous-prophète Chikapa 2. Les écoles s'effondrent du jour au lendemain avec un ravin chaque fois qui se développe sans intervention des personnes, surtout pas de l'État. C'est ça, du gouvernement provincial particulièrement, parce que nous sommes dans une province qui se développe, mais qui malheureusement ne tient pas compte d'une école construite. Curieusement, vous avez constaté que ce sont des écoles peut-être construites, soit par le projet, par le gouvernement national, mais qui se meurent justement alors qu'il y a autant d'années depuis, les écoles n'ont pas été construites. L'éducation étant l'un des droits fondamentaux inaliénables pour tout citoyen, car comme dirait l'autre, le meilleur investissement, c'est dans l'homme. Vous venez là de suivre ces dossiers de notre confrère de la RTNC Chikapa sur les mauvaises conditions d'études des élèves de ces coins du pays. Revenons sur le deuxième dossier qui nous parle de la rareté du riz produit en République démocratique du Congo, alors que ce riz est bio. Que faire pour que les producteurs améliorent en qualité et en quantité? Suivez. Le riz est la deuxième céréale la plus consommée en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, dans les rayons de grandes surfaces ou des marchés, ce sont des riz d'importation qui s'imposent. Une pratique qui coûte beaucoup chaque année à la République démocratique du Congo, pays qui peut pourtant produire du riz pour sa population. Malheureusement, la production locale est loin de satisfaire à la demande des consommateurs. Et pour cause, la filière riz fait face à plusieurs contraintes et les paysans travaillent difficilement. Constat fait au pôle Malébo de Kinshasa, site de 6000 hectares essentiellement rizicoles entre Massinaraï et Kingabwa. Il y a beaucoup d'espaces qui ne sont pas encore cultivés à cause de manque d'assainissement et des travaux par manque de maîtrise d'eau. Il y a d'autres qui sont en train de récolter, mais vous verrez dans d'autres endroits des personnes n'ont pas encore commencé à récolter. Nous produisons d'une manière tout à fait archaïque parce que ceux qui sont en train de récolter, vous voyez avec quel matériel. Il y a aussi le problème des matériels qui nous manquent. Nous éprouvons beaucoup de difficultés par manque des outils nécessaires, surtout pour décortiquer le riz. Pas de bottes, pas de gants, pas de houes. Il revient au pouvoir public de s'impliquer dans la distribution des semences, dans l'aménagement des sites rizicoles et des voies de desserte agricole pour faciliter l'accès aux sites et l'évacuation de la production après récolte. C'est le souhait des paysans. Nous sommes capables de nourrir la ville de Kinshasa dans un riz local, cultivé à Kinshasa. Nous demandons au gouvernement d'aménager une digue pour barrer la route à toutes les eaux qui proviennent de la rivière Njili.
ezali kitoko condition ke bakangela biso place où ezali kokota ezali ko permettre biso pour tous les chèques. Des difficultés, le programme national riz en éprouve également. En tant qu'organe technique du ministère de l'Agriculture, le PNR a reçu mission d'encadrer les paysans et de leur fournir des semences de qualité. Avec notre expertise, on va toujours continuer à appuyer nos producteurs. On ne peut pas parler de la production si le terrain n'est pas aménagé, surtout pour les prix de bas-fonds. Si nous voulons parler de l'amélioration de revenus de la population, on doit songer d'abord par la mécanisation agricole. Nous voulons maintenant améliorer la façon de travailler de nos producteurs, qui est introduction vraiment de la mécanisation agricole dans tous les sites et dans tous les domaines. Cette année, ces riziculteurs ont reçu des semences d'une ONG venue en appui pour améliorer la qualité et la quantité de ce produit dans les jours à venir. Des semences certifiées à utiliser désormais à la place des semences tout venant dont le rendement est médiocre. La campagne passée, j'ai pris le peu de moyens que j'avais. Nous avons acheté une bonne quantité de semences de base. Mais avant de faire la distribution, nous sommes passés par la formation. Des papas comme les mamans se sentent abandonnés, délaissés. C'est vrai que nous avons donné la semence, mais il faut aller au-delà de la semence. Ils ont besoin des outils, des intrants. Mais nous sommes aussi limités. Le riz produit en République démocratique du Congo est biologique, souvent vendu aux environs des sites de production, dans les installations portuaires et à la déventure du PNR. Il est temps d'accorder à la filière riz une place de choix, avec un budget conséquent pour que les Congolais retrouvent dans leur assiette et consomment sans modération cette céréale cultivée sur leur terre. Poursuite processus d'enrôlement à la couverture médicale universelle des jeunes de G24, l'honorable Jean-Marie Lukulassi ne baisse pas les bras pour garantir les soins de santé de qualité à moindre coût. D'autres précisions avec Sandra Nyangitabou. Le jeu en vaut la chandelle pour ces centaines de jeunes, tous de la G24, qui affluent pour obtenir leur carte biométrique et ainsi devenir membres de la couverture maladie universelle Lisungi avec en prime un emploi pérenne. Ce sont ces jeunes qui seront la cheville ouvrière de cette œuvre entreprise par G24. L'ouverture du centre de la fondation G24 est prévue pour le 1er juillet prochain. Leur travail rémunérateur consistera à accueillir les familles désœuvrées qui viendront pour une couverture médicale universelle à un coût dérisoire. Le président de l'Isungi et l'initiateur des G24, l'honorable Jean-Marie Lukulassi, ont effectué une visite à la fondation G24 en plein travaux de finition à Kaouka, dans la commune de Kalamou. L'honorable Jean-Marie Lukulassi est d'une rare classe des altruistes. Les propos sont ceux du coordonnateur de l'Isungi, M. Brun, qui s'est émerveillé du bâtiment érigé par G24 pour abriter un centre de prise en charge de la jeunesse. Ce merveilleux projet qu'il a lancé et que nous ne pouvons que l'encourager à continuer sur cette voie. L'Isungi est particulièrement fier de pouvoir être associé à ce projet et on est depuis déjà 2014, on accompagne la population ici en RDC en frais médicaux et en frais funéraires pour les fonctionnaires. Avec l'engouement en perspective, la gestion quotidienne de plusieurs familles à soigner, des employés à suivre, G24 a pris des dispositions et a fait appel à une expertise de taille. Nous aurons des statistiques et des dashboards qui permettront à tout moment de rapidement identifier les points qui méritent attention et de porter les actions nécessaires. Enfin, la couverture médicale universelle devient une réalité en République démocratique du Congo sous l'impulsion du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et la G24, en collaboration avec l'Isungi, mettent la main à la pâte. Et le ministre des Finances Nicolas Kazadi, qui a cru à ce projet, ne peut que s'en féliciter car cela concrétise la vision du peuple d'abord. Fin de ce journal magazine de la mi-journée sur la télévision nationale congolaise. Julien Piana et Nacha Kumpava l'ont réalisé sous la coordination de Médard Mbouyal Mangala. Les informations continuent sur votre chaîne. Retrouvez à 19h Anastasie Doumbou et 20h Françoise Bouelabaki. D'ici là, portez-vous bien. Merci et au revoir.